à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète dans l'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de la nutrition, de l'entraînement ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, vidéos YouTube ou autres articles de mon site internet, on évoque tous ces sujets-là. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter ou reconsulter les contenus déjà publiés et vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à regarder les vidéos YouTube et sincèrement, merci pour ça. Votre présence, votre fidélité, vos retours, ça fait vraiment toute la différence. Mes petits rappels importants, il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent régulièrement mais qui ne sont pas encore abonnés. L'abonnement, c'est vraiment gratuit, ça prend 2 secondes et c'est ce qui permet au podcast de gagner en visibilité. Et plus le podcast il va grandir, plus je vais pouvoir vous proposer, vous amener du contenu de qualité, inviter des intervenants inspirants, des athlètes, des coachs, des experts dans leur domaine. Donc merci d'avance pour votre soutien. Pour 2026, je suis toujours accompagné de mon fidèle partenaire Nutribé avec qui je travaille maintenant depuis 6 ans. C'est une référence en nutrition sportive avec certaines des marques les plus pointues du marché et j'ai d'ailleurs pu contribuer à faire entrer plusieurs d'entre elles sur la plateforme parce que je les juge vraiment pertinentes pour les sportifs d'endurance. Mais dans ce domaine, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de marketing et la qualité dans vos choix de produits. C'est un critère important pour votre performance mais aussi pour votre santé. On a décidé avec Nutribet de vous faire bénéficier de 10% de réduction sur tout le site avec le code Ultra Endurance Podcast, tout attaché en majuscule. Et pour vous aider à vous y retrouver un peu, j'ai préparé un petit guide conseil avec une sélection de quelques produits que j'utilise personnellement et que je recommande à mes athlètes en coaching. Tout est disponible dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Biljana Todorova. Elle est docteure en sciences, coach professionnelle, conférencière et surtout passionnée de neurosciences. Elle est l'auteur du livre Neuroexcellence. J'ai voulu faire intervenir Biljana pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière notre cerveau et comment il va influencer la gestion de l'effort physique. Et la grande question de cet épisode, c'est comment débloquer le potentiel extraordinaire de notre cerveau au service de cette performance sportive. Elle va nous expliquer les neurosciences de manière simple, mais aussi les mythes qu'il y a à déconstruire, pourquoi et comment entraîner son cerveau comme un muscle. On va voir l'impact de la fatigue physique sur les capacités cognitives, avec le manque de sommeil en ultra, les conséquences sur la performance et les stratégies pour limiter la casse. Les outils concrets validés par la science, que ce soit le discours interne, la visualisation ou encore la respiration, des techniques que j'utilise aussi en préparation mentale avec des athlètes que j'accompagne en coaching. Puis, on va évoquer les besoins nutritionnels spécifiques pour le cerveau pour optimiser cette performance sportive. Mais comme toujours dans ce domaine, il n'y a pas de botte secrète et c'est avant tout l'équilibre alimentaire du quotidien qui va constituer le socle du bon fonctionnement de notre organisme et donc de notre cerveau. Bref, vous le verrez, c'est un sujet vaste et passionnant. Je vous souhaite une excellente écoute ou un bon visionnage et si l'épisode vous plaît, pensez à liker, commenter et partager. Ça aide énormément. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut. Bonjour Biliana, ça va? Bonjour Guillaume, très heureuse de te retrouver. Ben, merci, on a échangé un petit peu, d'une part par téléphone, parce que je t'ai découvert chez Jérôme Cazerolle, donc je recommande le podcast, c'est Biomécanique Podcast, hein, où tu rentres davantage dans le détail de la neuroscience, et de par le bouquin que tu as écrit, Mhm. qui s'appelle Neuroexcellence. Je l'ai devant moi juste Voilà, voilà. petit placement de produit. Oh, bah, tu as Et, raison, mais tu il as y raison. avait tellement, tellement de choses que je voulais partager que c'est, bon, dans une heure d'échange, on ne peut pas les partager. Et le livre, ça fait la prolongation de Bah, cette voilà. connaissance. Et d'ailleurs, il y a Harry Roselmack qui a fait la préface, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Bon, J'étais bah, c'est honorée de sa préface. ouais, c'est bien. Bah, tu vas te présenter. Le but aujourd'hui, c'est que tu définisses un petit peu la neuroscience, parce que moi, c'est un milieu
euh, que je m'y intéresse, mais que je ne connais pas encore réellement. Mhm. Et je pense qu'il y a des effets positifs qui peuvent interférer au niveau de l'endurance, de l'ultra-endurance qu'on a un petit peu évoqué. Donc, s'il y a des choses, comme on se l'est dit en introduction, qui sortent du champ de de tes compétences, il n'y a pas de souci, tu le Je te dis, mais dirais. Mhm. le but, c'est d'apporter réellement voilà, cette connaissance-là et de voir comment on peut, par effet rebond, le transposer à l'endurance et au milieu sportif et à l'ultra. Voilà. Avec Donc, plaisir. ben, je vais te laisser te présenter et décrire un petit peu ton parcours. Bon, ben, moi, je suis scientifique de formation. Déjà, pendant plusieurs années, j'étais dans la recherche de manière classique, c'est-à-dire que j'ai suivi un doctorat en sciences. J'ai rejoint des laboratoires de recherche où j'ai fait des recherches concrètement dans le domaine du VIH, les infections par le VIH, et dans le domaine des cancers. À partir de là, petit à petit, je me suis découverte ma vraie passion dans les sciences. C'était la compréhension du cerveau et à commencer par le mien. Je te cache pas que ma passion vient du fait que mon propre cerveau, j'avais l'impression de ne pas pouvoir le gérer. J'étais arrivée à un stade de développement professionnel assez élevé. Et cependant, il y avait des simples tâches du quotidien qui m'échappaient fréquemment. Je donne souvent l'exemple de la baguette. Ceux qui ont écouté déjà des interviews de moi, ils entendent souvent cet exemple. Mais pour moi, il est très parlant de s'imaginer comment, dans la journée, je suis entourée de scientifiques. On se creuse les neurones sur des questions super complexes sur la santé au niveau mondial. Et le soir même, je rentre et devant la boulangerie, je suis bloquée et je me répète dans ma tête la phrase que je dois dire parce que je crains de ne pas réussir à dire une baguette, s'il vous plaît. Pour te dire à quel point notre cerveau, il a des multiples intelligences et on a besoin d'aller creuser, ouvrir d'autres intelligences. Malheureusement, aujourd'hui, le système éducatif vise majoritairement l'intelligence rationnelle, logique, et il y a plein d'intelligences qui nous aident à réussir finalement nos objectifs. Et au final, il suffit pas juste d'être bien diplômé pour réussir sa vie et réussir ses objectifs. Donc ma passion a démarré comme ça. J'étais heureuse de découvrir qu'il y avait beaucoup de choses cachées dans ma tête que je pouvais débloquer et que j'ai débloquées. Au final, aujourd'hui, je suis conférencière à l'international. Donc la baguette, ça va, je gère. Ça montre à quel point notre cerveau est plastique et à quel point on peut s'amuser à débloquer des portes et obtenir ce qu'on a envie, ce qui nous tient à cœur à obtenir. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager les neurosciences sous différentes formes. Aujourd'hui, c'est une première fois où je relie les neurosciences au sport. Donc, on verra ce que je peux apporter. J'espère que ça va être intéressant et utile pour les gens qui vont nous écouter. Mais en tous les cas, je me réjouis à chaque fois de montrer aux gens qu'il y a beaucoup à l'intérieur de nous, mais il faut surtout faire attention de ne pas laisser le cerveau fonctionner par défaut, parce que par défaut, on survit, mais par défaut, c'est difficile d'obtenir des grands objectifs. Et toi, par rapport à tout ça, dans ton parcours, justement, tu avais, la sensation de ne pas exprimer justement ton plein potentiel et d'être bloqué, que ce soit Je, sur alors principalement émotionnellement, alors du coup? je dirais, je me sentais comme une prisonnière de ma tête. Il y avait beaucoup de belles idées qui apparaissaient, mais il n'y avait pas la capacité de les partager, de les verbaliser de manière compréhensible par le monde extérieur. Il y avait énormément de peur et à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose que j'avais jamais fait, j'abandonnais parce que ça me paraissait trop compliqué et je me disais, mais il y a quelque chose qui m'échappe. On dirait qu'on m'a pas donné la bonne recette. On dirait il y a vraiment quelque chose qui m'échappe à l'intérieur de moi. Donc, c'était assez compliqué, si tu veux. Imagine, les réunions de travail, c'était compliqué. J'ai un exemple dans le sport quand même, parce que je suis sportif. Quand j'étais enfant, j'étais sportif, euh, je dirais de haut niveau quand même, parce que j'ai fait quelques compétitions dans le domaine de l'aérobic. Je sais pas si les gens ont entendu parler. L'aérobic, c'est un sport qui est un peu cardio, mais on a 2 minutes pour performer. Et c'est tellement intense qu'au bout d'une minute, on a tout épuisé, on a envie d'abandonner. Donc, c'est du dépassement la deuxième partie. Et c'est un sport que j'aimais beaucoup. Et il y a eu une seule compétition où j'ai réussi à gérer mon mental. Toutes les autres compétitions, mais c'était la cata. Et je comprenais pas parce que je m'entraînais énormément en amont. Et le jour de la compétition, entre peur, le regard de l'autre, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais est-ce que je vais bien faire? Et tous les scénarios cata que je ne savais pas gérer dans ma tête, je n'arrivais pas.
Je ne comprenais pas ce qui se passe. Ouais, mais ça, chez beaucoup d'athlètes, on parle, enfin, ça se voit, hein. Moi qui suis coach et qui encadre là plus d'une trentaine de personnes, c'est vrai il y a parfois une capacité à aller se dépasser à l'entraînement, mais la compétition met réellement des bâtons dans les roues et Mhm. on n'arrive pas à exploiter le jour J parfois. Je peux le voir chez certains athlètes, alors chez d'autres, pas du tout, c'est plutôt inné. Mais je sais que chez certains athlètes, ça peut être une problématique, justement, tu vois. Exactement, exactement. Et c'est là où tout le travail des neurosciences rentre en jeu parce que c'est dans ces moments-là où on a besoin d'apprendre à maîtriser ce monde intérieur qui, au final, peut détruire toute la préparation qu'il y a eu en amont et nous amener à performer d'une manière, on est surpris de nous-mêmes. Oui, parce Je qu'on l'ai peut être vécu. on peut être le roi de l'entraînement, mais pas forcément arriver à le transmuter le jour J, quoi, tu vois. Exactement. Et donc, pourquoi tu as écrit le livre Neuroexcellence, du coup? Pour moi, c'est arrivé le jour où je me suis dit, j'ai fait plus de 100 études cliniques sur mon propre cerveau. J'ai testé plein de choses, y inclus des molécules comme la kétamine, la ritaline aussi. J'étais curieuse de savoir ce qui se passe quand on perturbe les connexions classiques et qu'on change la biochimie du cerveau. Justement pour savoir quelles sont les potentialités qu'on peut ouvrir avec d'autres outils, hein, puisque les molécules, c'est de la dépendance. Le but étant de savoir la destination et de trouver les outils qui nous permettent d'y arriver sans la molécule. D'accord. Et un jour, je me suis dit, il faut que je partage ça. Il y avait des conférences, les gens venaient me voir pour me demander s'il y avait un autre moyen de continuer le travail qu'on avait commencé. Bon, un jour, c'était une évidence qu'il faudrait que je mette tout ça sous manière structurée. Un livre qui est facile à lire parce qu'à chaque fois, c'est l'explication du concept et on finit sur un outil pratique ou pratique que les gens peuvent utiliser au quotidien. Ok, ok. Donc, il s'adresse à de manière générale, même quelqu'un qui n'a aucune connaissance justement dans ce domaine-là, il peut tout à fait lire ce livre et avoir des Oui. clés, quoi. Oui, oui, oui. Pour moi, c'était important parce que la science parfois reste parmi les scientifiques Ouais. parce que la manière dont on écrit les articles scientifiques est complexe et difficile à lire même par les scientifiques. Ouais, puis le langage, des fois, comme on est entre nous, ça nous paraît naturel, Oui, hein. Dans le sport, c'est la même chose, hein. On parle de notions, etc. Mais quand il y a quelqu'un, des fois, de lambda, bah, en fait, il faut ramener ça pour que ce soit audible et compréhensible, quoi. exactement. Donc le livre, il est facile à lire, je promets. Il n'y a pas de piège, ça se lit facilement, ça se comprend facilement. Bon, bah, ok. Alors maintenant, pour rentrer dans le sujet, c'est comment tu définis, toi, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment tu définirais simplement les neurosciences et qu'est-ce qu'elles vont mesurer réellement? Les neurosciences, c'est les sciences qui vont s'intéresser à nos patterns, nos schémas de fonctionnement du cerveau, donc les régions qui s'activent, les interconnexions entre les régions, l'activation consciente et l'activation inconsciente des schémas, des pensées, le focus. euh, Elle va s'intéresser, grosso modo, elle va chercher à savoir ce qui se passe dans nos têtes quand on fait une tâche à l'extérieur de nous. Pour te donner quelques exemples d'études dans lesquelles j'ai participé, il va y avoir des tâches qui sont plus visuelles, donc on va, avec le focus visuel, on va chercher à voir des choses qui sont parfois difficiles à identifier. Il peut y avoir des études sur la prise de décision, donc on va devoir choisir entre deux conditions laquelle correspondent à la question qui nous ont posée. Et pareil, on a des électrodes sur la tête qui mesurent l'activation dans différentes régions. On peut avoir des études, moi ça me passionne les études qui sont sur nos perceptions. Notamment, on nous fait croire, par exemple, que là, il y a une étude très pertinente avec les milkshakes. On fait croire à une partie du groupe des participants que le milkshake est allégé, il n'y a pas beaucoup de calories. Euh, le même milkshake à l'autre moitié du groupe, on le fait croire que c'est un milkshake très calorique et on va regarder carrément la biochimie du corps. Est-ce que notre corps va croire Ah à cette oui. présupposition. Et oui, et notre corps va réagir différemment. Donc l'hormone de la faim va être sécrétée différemment en fonction de ce qu'on nous a raconté. Donc il y a ce Passionnant. fameux effet placebo qu'on parle dans la partie, par exemple, médicaments ou traitements, c'est tout à fait plausible alors. Il est plausible dans la nourriture. Là, c'est une étude, c'est un exemple d'étude. Il est plausible aussi pour le stress. Par exemple, il y a la nouvelle science du stress, elle est très intéressante parce qu'on ne dit plus que le stress est que mauvais, qu'il faut l'éviter. Ça, c'est vieux Oui. maintenant. Aujourd'hui, on sait que dans une étude, si on montre juste un paragraphe à lire à des participants,
un paragraphe qui parle des effets négatifs du stress ou bien un paragraphe qui parle des effets positifs sur la performance du stress. Et on va retrouver ça ensuite chez les participants exposés à une situation de stress. Ils vont plutôt bénéficier des effets positifs du stress sur leur performance s'ils ont lu un paragraphe. Juste un paragraphe, je te dis, c'est incroyable comment notre préparation mentale, comment notre état d'esprit influence ce qu'on va vivre ensuite dans l'expérience. D'où l'importance de se déconnecter un petit peu de certains canaux et médias qui nous véhiculent des mauvaises informations tout au long de la journée et qui donc automatiquement te met dans un mood un petit peu négatif, quoi, hein, du coup, hein. On se programme sans le savoir. Parce que ça n'arrive pas tout de suite, on se dit non, mais je gère. C'est plus tard dans la journée, on va se sentir soit fatigué, soit un peu énergie basse, et on ne sait plus pourquoi, parce qu'on n'arrive plus à faire le lien que on a écouté quelque chose de stressant à la télé, Ok. mais on s'est programmé sans le savoir. Ok. Et donc, quel protocole que toi, parce que j'imagine que tu n'as pas dû travailler seul hein, sur toutes ces études-là, qu'est-ce que vous utilisez fréquemment en neurosciences pour mesurer tout ça? Parce que là, ce que tu nous as dit, c'est que je retiens, il y a un petit peu les habilités émotionnelles, mais il y a aussi tout ce qui est motrice, moteur. Tout ça, ça rentre en jeu aussi. Et si on stimule certaines parties du cerveau, on va donc jouer sur tel et tel facteur de l'organisme, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au protocole? Alors là, pareil, je vais placer une parenthèse parce que moi, j'ai participé dans plus de 100 études cliniques, ce qui me permet de voir quand même une grande palette de protocoles qui s'appliquent. Euh, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus que ça. Et il y a certainement des études que je n'ai pas vues, je n'ai pas connues. Il y a tellement de questions que les gens se posent à étudier. Classiquement, on va trouver très souvent les protocoles de électroencéphalographie avec des électrodes sur la tête, maximum 64 électrodes au jour d'aujourd'hui. Donc, on va analyser dans 64 régions du cerveau l'activation du signal, comment la tâche qu'on fait va être influencée. Il y a des protocoles d'IRM, des protocoles de magnétoencéphalographie qui captent le champ magnétique de la tête. On peut avoir des électrodes aussi. Maintenant, on commence à s'intéresser au deuxième cerveau, donc le ventre. On peut Ouais, avoir des électrodes sur le ventre pour mesurer cette activité des neurones du ventre. Bon, c'est tout nouveau, donc pour l'instant, ce sont des études qui sont prometteuses, mais pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on a déjà des résultats parlants. On peut aussi inclure des médicaments dans les études qui vont perturber la conscience. Notamment la kétamine, c'est un anesthésiant à forte dose. À faible dose, il perturbe nos perceptions. La ritaline, elle va augmenter le focus. On a une dopamine qui est augmentée dans nos têtes, focus augmenté. Donc, et puis, on a toutes les études. Alors, ça m'a passionné l'étude de neurofeedback, par exemple, où c'est de l'entraînement de notre stratégie mentale qui est entraînée par l'ordinateur pour améliorer notre stratégie mentale et devenir plus fort dans ce qu'on est en train de contracter dans la tête. Imagine comme un muscle qui est guidé pour s'entraîner par des outils. Donc, passionnant. ok, ok. Et ça évolue continuellement, ça, du coup, parce que Bien sûr, bien sûr. c'est pas des choses qu'on entend couramment quand même parler, hein, toutes ces études de neurosciences. Mhm. Et tu penses que ça va évoluer encore longtemps, ces études-là? Je pense qu'il y a beaucoup de mystères à dévoiler à l'intérieur de nous. Le cerveau, c'est un des plus grands mystères. La conscience, l'inconscient, ce sont des questions complexes où on essaye de commencer un petit peu à ouvrir la compréhension. On est au début. La compréhension du fonctionnement des neurones dans les autres parties du corps, on est au début aussi. Le deuxième cerveau, on en parle. On commence à comprendre un petit peu, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. Et surtout, ça serait bien que la technologie évolue aussi pour capter des signaux plus faibles. Notamment, c'est la problématique des neurones du ventre, hein. Les signaux sont plus faibles et du coup difficiles à interpréter pour l'instant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses au-delà de la tête, parce que le système nerveux est partout dans le corps. Il faut pas oublier quand même le corps dans cette gestion de la tête. Parfois, il suffit d'avoir géré le corps pour que les pensées se calment. Ça va dans les deux sens. On peut gérer les pensées pour que le corps se calme et ça va dans le sens opposé parce que tout est connecté. Oui, on parle de système sympathique et parasympathique, hein, c'est ça? Mhm, mhm. Donc, effectivement, il y a une partie de nous qui fonctionne sans qu'on lui ordonne les choses, quoi. Donc, du coup, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond à aller chercher, quoi, du coup, hein.
Il y a beaucoup d'automatismes à l'intérieur de nous. Là, tu as mentionné les automatismes du système nerveux central autonome. Il y a beaucoup d'automatismes dans notre tête aussi, parce que la tête est un organe très énergivore. Et pour économiser de l'énergie, beaucoup des processus dans la tête sont automatisés. Ça rentre comme des programmes automatiques. Une fois que j'ai compris, j'ai décidé ça. À partir de là, il est géré par l'inconscient, qui consomme moins d'énergie. Et du coup, ça devient des comportements, des habitudes qui sont automatiques et qui, des fois, nous ont aidés à arriver à un certain niveau. Et il faut pouvoir les lâcher pour passer au niveau suivant. Donc voilà, il faut redevenir des êtres conscients pour reprendre la maîtrise de cette partie de nous. Ok. On parle souvent qu'on utilise une petite partie de notre cerveau et capacités intellectuelles. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça déjà? Et est-ce que justement, grâce aux neurosciences, on peut accéder à beaucoup plus d'intelligence? Alors, il y a un grand mythe des neurosciences maintenant, on sait, la plupart des gens commencent à savoir que le mythe des 10%, qu'on utilise que 10% de notre cerveau, n'est pas vrai. Notre cerveau est activé en entièreté tout le temps. Il inclut la nuit aussi, il est activé, il continue à nettoyer des choses, à gérer les informations. Moi, je chatouille un petit peu cette croyance et je la pousse encore plus à l'extrême parce qu'un jour, j'étais tombée sur une étude qui étudiait la transmission du signal entre les neurones et qui démontrait qu'un temps normal, donc le maximum de potentiel transmissible entre neurones, il est à 400 Hertz. Un temps normal, on est assis sur le canapé, on ne fait pas grand-chose, on est à 4 Hertz. Donc 400 à 4, ça fait 1%. Donc, si on veut chatouiller la croyance, on peut se dire, oui, en temps normal, on est dans l'échelle très, très basse de ce qu'on utilise du cerveau. Sous stress, bien sûr, là, on pousse un peu plus notre expérience cognitive. Et sous stress, bon, on va aller à 200 Hertz. Donc, on n'est jamais en réalité dans le max-max, parce qu'il y a peut-être des systèmes de protection. Mais sous stress, il y a un vrai sens de se mettre sous stress parce que la vraie performance, elle est dans un état plus contracté, un peu plus de cortisol et ça fonctionne mieux quand on est un petit peu sous tension. Mais d'ailleurs, tu parles de Hertz, mais effectivement, par exemple, sur YouTube, il existe des fréquences différentes pour justement calmer ben, l'état de stress qu'on peut retrouver. Donc, on est de nouveau dans ce côté captage d'ondes qui nous amène à avoir des choses positives sur nous-mêmes, quoi, du coup, hein. Et oui, il y a des influences. Alors là, je ne suis pas assez. J'ai essayé de voir si j'ai des études là-dessus, mais j'ai pas assez étudié l'effet des sons de la musique sur le cerveau. J'ai dû participer dans une étude ne m'a pas plu et je pense que mon cerveau, il n'a pas apprécié la fréquence qu'ils envoyaient. C'était une sonorité étrange. Donc, du coup, j'ai presque On fait parle de tomber son la fréquence. binaural, je crois, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si celle-ci, elle était sur cette question-là, mais effectivement, le son binaural est connu pour augmenter le focus. Donc, pour les gens qui veulent travailler leur focus, ils peuvent chercher des vidéos sur YouTube avec ça. Mais oui, il y a beaucoup d'études aussi avec le son, parce que ça influence la fréquence de notre cerveau. Ok. Aujourd'hui, on est justement ben, hyper stimulé par le digital. Et est-ce que ça joue justement sur les phénomènes un petit peu de baisse de l'attention? Est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité scientifique, ça? L'attention déjà de base, l'attention moyenne de l'être humain n'est pas très forte. Moi, parfois, je le dis à des gens, parfois il y a des gens qui viennent de se faire détecter avec le TDAH, le trouble de l'attention, qui stressent un petit peu en se disant, mince, qu'est-ce que je vais faire? En fait, quand on identifie un trouble comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais on commence à s'entraîner. Et parfois, dans l'entraînement, on devient même meilleur que la personne normale parce qu'elle ne s'entraîne pas. Le focus, c'est comme un muscle. Et moi, je dis, il n'y a pas besoin de se faire détecter par le TDAH pour aller travailler son focus. Pour moi, le focus, c'est une ressource principale. Le focus, c'est quelque chose qui nous permet de dépasser nos peurs, quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus efficace quand on arrive à le contracter. Une tâche qu'on faisait en 4 heures, on peut la faire en 10 minutes si le focus est suffisamment fort. Euh, la peur qui attire notre focus, si on arrive à avoir la force du focus de le décaler, de le placer ailleurs, il n'y a plus la peur. Donc le focus, pour moi, c'est une ressource principale. Et comme en moyenne, il y a des études qui montrent que 47% du temps, donc presque la moitié du temps, notre pensée se balade.
De manière générale, la pensée n'est pas très focus, le focus n'est pas très contracté. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent aussi que le temps d'attention diminue. Moi, la dernière que j'avais lue, on était à 3 minutes de temps d'attention, ce qui n'est pas beaucoup. Et je pense qu'il y a des prédictions où on va descendre encore plus avec l'utilisation de la technologie. Donc, ça devient un muscle encore plus important à entraîner avec du fait qu'il y a la technologie. Et ça va de pair avec un petit peu la physiologie de l'humain qui se veut, entre guillemets, économe. Et donc, le cerveau est dans cette même mouvance-là, du coup, d'économie d'énergie plutôt que de dépense énergétique. Oui, le cerveau, par défaut, comme c'est l'organe le plus énergivore, il va choisir le mode économie. Donc, par défaut, si on se laisse fonctionner par défaut, on va choisir les choses plus faciles à faire, les choses qui ne font pas peur, on va choisir la zone de confort. Euh, voilà, par défaut, c'est pas très intéressant de laisser les choses de manière automatique. Et par défaut, donc, on aura beaucoup de biais cognitifs, donc des statistiques qui sont pas très vraies, donc des réalités qui sont pas très vraies dans nos têtes. Quand on se met à travailler sur soi, la première chose, c'est qu'en quelque sorte, on accepte de faire l'effort, donc de mobiliser de l'énergie au service de la performance. Et c'est un peu comme dans le sport. Plus on va dans la salle de sport, plus il y a de l'énergie dans le corps. La même chose avec le cerveau. Plus on l'entraîne, plus on utilise des outils de visualisation ou de focalisation ailleurs ou un discours mental, des stratégies mentales, plus on arrive à utiliser ces ressources, plus le cerveau est en quelque sorte chargé en énergie et il a de quoi travailler. Et il apprend que c'est normal aussi d'être dans cet effort mental. Ok. Et petite question, est-ce qu'aujourd'hui on assiste à un certain déclin un petit peu cognitif et d'intelligence à cause justement de nos sociétés modernes, l'hyperstimulation digitale, etc. Est-ce que vous avez pu identifier ça, toi et ton équipe? Alors, une petite correction parce que je n'ai pas actuellement, je ne travaille pas en laboratoire de Oui. recherche, donc j'ai pas d'équipe. Quand j'ai participé dans les études cliniques, je vais dans les protocoles de recherche des autres personnes. Je le précise pour pas créer des fausses perceptions. Là, actuellement, mon travail me prend tout mon temps, donc je partage la neuroscience et je participe dans des études, mais je suis plus Oui, oui. officiellement un laboratoire de recherche. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un déclin cognitif? Je dirais, j'ai pas cherché dans les études. Moi, en termes, si je réfléchis directement sur la question, je dirais que notre nature est tellement adaptable hein, que quoi qu'il arrive, on adapte nos ressources par rapport à ce que l'environnement nous demande. Donc, bien sûr, on va certainement avoir moins de mémoire aujourd'hui. Les générations précédentes qui n'avaient pas l'information aussi accessible que nous. Par exemple, mon père, il devait aller dans la bibliothèque. À chercher le livre, aller chercher sur quelle page il a trouvé l'information. Dans ce cas-là, le cerveau sait qu'il doit retenir cette information parce que l'effort qu'il va devoir refaire pour aller retrouver l'information si besoin est trop grand. Et ces personnes avaient une capacité de mémoriser certainement certaines informations plus que nous. Nous, aujourd'hui, l'environnement fait que l'information est accessible. Du coup, on peut lâcher davantage la mémoire, mais ça va libérer des ressources pour autre chose. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, on part plus vers développer le cerveau à réfléchir, à utiliser les informations plutôt que de les mémoriser. Moi, une critique que je fais de mon parcours éducatif, c'est que mon cerveau a appris à mémoriser beaucoup d'informations, donc à les reproduire. Nous, le type d'examen qu'on avait, c'était surtout apprendre, reproduire l'information. Aujourd'hui, je l'espère, en tous les cas, je ne suis pas dans le système éducatif, mais j'espère qu'on se dirige un peu plus vers le côté apprendre à utiliser l'information et la rendre pratique. Donc, pouvoir s'en servir de manière plus expérientielle de ce qu'on apprend. Oui, parce Euh, que comme un petit peu un entonnoir, aujourd'hui, on a énormément d'informations, mais peut-être le flux pour pouvoir intégrer toutes ces informations-là, il est encore pas, le canal, il est encore pas assez ouvert, et c'est ce qui explique que ça part un petit peu dans tous les sens, parce que justement, on a trop d'informations qui arrivent à nous, quoi. mhm. Donc, ça demande des différentes ressources à notre cerveau. Donc, notre cerveau, il a plus besoin de filtrer que de mémoriser les informations. Et il a besoin de trouver les bonnes filtres pour discerner de ce qu'il prend, de ce qu'il prend pas. Donc, ça demande plus de focus pour pouvoir travailler aujourd'hui. Ok. Pour maintenant venir un petit peu plus sur la partie athlète, aujourd'hui, si j'ai un athlète qui vient et qui te dit bah, comment je peux mesurer mon état mental et quelles sont les fonctions clés qui vont influencer ma performance, qu'est-ce que tu lui répondrais?
Bonne question. Déjà, je lui demanderais s'il a déjà travaillé son état mental pour savoir s'il est dans la moyenne de comment fonctionne un cerveau ou s'il a travaillé un petit peu pour que son cerveau soit plus robuste ou en tout cas qu'il soit plus robuste à gérer son cerveau. Si pour l'instant il n'y a aucune stratégie mentale, je dirais qu'il y a des fortes chances que la personne soit sensible aux peurs, au regard de l'autre. Il y a des challenges de la pression de la compétition ou qu'elle soit sensible à la douleur et l'inconfort comme une personne normale. Maintenant, avec les parcours de vie qui sont pas similaires, il y a des gens qui se sont entraînés sans le savoir, avec une enfance un peu plus difficile, avec un peu plus d'inconfort dans leur vie. Sans le savoir, ils ont déjà développé des patterns de pensée qui sont favorables à la performance. Donc, nos douleurs du passé, la bonne nouvelle, nos douleurs du passé nous servent à avoir des schémas de pensée qui nous permettent d'être plus forts dans les moments de challenge. Euh, mais tout le monde, dans la moyenne, on sait que les peurs, les douleurs, tout ça, ça peut être des blocages pour la personne. Et le problème, c'est pas les blocages, on a tous des blocages, on a tous des limites. Le problème, c'est de ne pas savoir quoi faire quand la limite fait appel à nous. Quand la petite voix ouvre la bouche et dit arrête, tu dois abandonner, stop, ne te rends pas ridicule. Donc, quand il y a cette petite voix et qu'on espère ne pas la rencontrer, mais en réalité, elle apparaît, c'est juste la question, c'est quand est-ce qu'elle va apparaître, il faut être équipé. C'est vraiment le travail de la préparation mentale consiste à être équipé. Qu'est-ce que je fais quand la voix à l'intérieur de ma tête commence à me parler d'une manière qui m'empêche de réussir? Ok. Et tu as parlé avant de focus, par exemple, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme capacité déterminante justement pour optimiser ça et éviter justement d'avoir ces pensées parasites? C'est vraiment ce travail sur le dialogue interne, il est central pour moi dans la gestion de nous-mêmes. Parce que de manière générale, le cerveau est biaisé vers la négativité. Donc, les pensées négatives, on ne peut pas les annuler, on ne peut pas les enlever. Donc, elles seront là, elles vont apparaître à des moments Mais critiques pourquoi, pour nous. ça, je me suis toujours posé la question, c'est pourquoi justement on a ce discours interne qui est négatif? Qu'est-ce qui justifie le fait que d'un coup, on a ces pensées négatives qui arrivent et que d'autres personnes, par contre, ne les ont pas? Les autres personnes ne les auront pas à ce moment peut-être, mais elles les auront dans d'autres moments. Les pensées négatives, c'est un partage, c'est un héritage commun qu'on partage. Euh, il y a un scientifique que j'aime beaucoup parce qu'il déculpabilise toute cette partie-là. Parce que les gens, ils se disent, ah mince, je suis trop négatif, je me parle mal. En fait, c'est pas, il dit, c'est pas de notre faute, c'est notre cerveau qui a hérité des schémas comme ça. On est tous des descendants de survivants. Notre cerveau a été sélectionné pour la survie. Et pour la survie, le plus important, c'est de guetter les problèmes et les dangers. Donc, on a tous un focus plus renforcé vers les problèmes et les dangers. Faible exception peut-être pour des gens qui ont eu des parents qui font déjà partie de l'exception des gens qui sont plutôt optimistes, plutôt positifs. Et donc, du coup, ils ont modélisé des schémas de pensée un peu plus positifs. Mais pour la majorité des gens, le négatif, il apparaît et c'est des petites voix on n'est pas obligé de les écouter. Elles peuvent être là et on a besoin de développer cette capacité de la métacognition. Donc, c'est une capacité du cerveau de pouvoir observer ses pensées et de pouvoir décider, je prends ou je prends pas. Moi, j'adore cet exemple et puis ça vient du monde sportif. Je l'ai décrit aussi dans le livre. Tony Parker, euh, basketballeur, qui, au début de sa carrière, si le match démarre bien, il réussit le match. Mais s'il rate les trois premiers les coups, à partir de là, il n'arrive plus. Son cerveau prend le dessus. Il lui dit, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et donc, quoi faire de cette pensée? Au début, il savait pas quoi faire de cette pensée. Et donc, il était victime de cette pensée. Bon, le match ne réussissait pas. Et puis, un jour, il discute avec un autre basketballeur et il lui dit, ah, mais tu sais ce que je fais quand il y a cette pensée-là? Je lui dis, supprime. Il parle à son cerveau, il dit supprime. Non, tu vas pas y arriver, supprime. Et on fait un restart de la pensée, hop, et on annule. Parce que finalement, c'est pas mon cerveau qui est mon chef, c'est moi qui gère mon cerveau. Mais ça, il faut le savoir déjà, parce que moi, à l'époque, je savais pas, je pensais que j'étais mon cerveau. Et dès que j'ai une pensée négative, je m'identifiais à ça, je me disais, ah, mais c'est fini. Alors que non, on a à tout instant, on a la capacité de sortir de soi et de commander. Notre cerveau, c'est une équipe qu'on gère. Moi, il y a des gens qui savent pas qu'ils sont le chef d'équipe, ils croient qu'ils sont l'équipe. Et il faut vraiment reprendre cette position du leader qui dit quoi faire. Et si l'équipe crée des messages qui ne sont pas utiles, ben, on les supprime.
et on recommence. Ok. Donc, si je résume bien, c'est en fonction aussi de l'inconscient de la descendance qu'on a pu avoir, toutes ces pensées-là, du passif de son enfance, ça peut jouer aussi, et puis de l'entourage qu'on s'est créé. On a parlé avant de, Donc, voilà, ouais. mais aussi l'entourage digital qu'on se crée, hein. Mhm, Donc, mhm, tout mhm. ça va jouer sur le fait de l'apparition de ces fameuses pensées parasites, quoi. Oui, si tu veux, on est des êtres qui apprennent beaucoup par l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est on observe notre environnement et on s'ajuste de manière inconsciente, on se synchronise avec notre environnement. Ça peut être au niveau émotionnel, donc il y a la contagion émotionnelle. Donc si les gens autour de nous ont une énergie de désespoir, de colère, on se synchronise là-dessus. Et ça, c'est pas, ça se passe de manière automatique. Si on veut ne pas se synchroniser, ça demande un effort. Et pour la pensée négative, pareil, si notre environnement est plutôt de type des gens qui voient le négatif et qui croient que les choses ne vont pas réussir, on se synchronise sur ces personnes-là. Donc ça, c'est dans le moment présent. Dans l'enfance, on a fait pareil sur les personnes qui étaient autour de nous. Et puis, il y a l'héritage génétique, comme je t'ai dit, on est des descendants de survivants. Mhm. Bon, il y a déjà un fond qui est plutôt vers la survie. Ok, mais dans le milieu du sport, enfin, tu vois, on en revient au milieu de l'athlète là, mais c'est pareil, c'est s'entourer des meilleurs, ben, Mhm. va automatiquement te programmer de façon différente pour toi aussi peut-être atteindre l'excellence. Mhm, mhm, exactement. Et puis ça rend possible, parce que si tu veux, des fois on est entouré de gens qui n'ont pas réussi des grands challenges et on se dit, mais c'est pas possible pour moi, il n'y a aucun membre de ma famille qui a réussi à le championnat de je sais pas quoi. Et le fait d'être entouré avec les gens, ça ouvre la case du cerveau, c'est possible. Et à partir de là, le cerveau commence à chercher des stratégies de réussite. Mais le cerveau ne va pas chercher de stratégies de réussite, voire il va plutôt chercher à confirmer que ça ne va pas réussir si on est convaincu qu'on ne va pas réussir. Il va chercher à rester cohérent avec ce qu'il croit. Ok. Et donc, comment on pourrait entraîner ces capacités-là, justement, on en a parlé là du focus, etc., mais Mhm. comment on pourrait entraîner son cerveau à ben, être plus à même, à être justement dans le positif et à pas réceptionner ces pensées parasites, ou plutôt les transmuter, quoi. Elle est transmutée. Le premier outil que je t'ai dit, c'est celui de je supprime la pensée. Du coup, je ne lui donne pas de l'énergie. Je résiste pas à la pensée. Je suis pas en train de lui dire non, n'apparaît pas, ne sois pas là. Je suis plutôt en mode je t'ai vu, mais j'ai pas besoin de toi. L'accepter. C'est une forme d'acceptation, mais sans la suivre. C'est vraiment D'accord. j'accepte que tu sois là, mais c'est pas parce que tu es là que tu es le chef d'orchestre. Et donc, contrecarrer, peut-être avec un discours interne qui va à l'encontre de ça et plutôt positif, quoi, du coup. Exactement. Il y a beaucoup de sportifs utilisent des phrases d'ancrage. Et ça, je trouve que c'est très bien de s'entraîner à avoir la phrase qui nous refocalise sur des choses importantes. Pour que, est-ce que, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pensée négative qui apparaît, on devient émotionnel et on se coupe du cortex préfrontal. Donc, on arrête de réfléchir. Et on est dans une machine de laver de pensées négatives. Et la meilleure manière de sortir de ce tournage, c'est de réactiver le cortex préfrontal. Et ça arrive en utilisant un outil. Donc, je me dis, OK, mon outil, phrase d'ancrage, je sais que je vais y arriver. Ou je suis quelqu'un qui se relève à chaque fois que j'ai mal. On se programme et il faut un peu plus de répétition. Il faut trouver la bonne phrase qui marche pour soi. Et ça, c'est une manière de s'appuyer sur quelque chose de stable et de refocaliser l'attention sur quelque chose qui donne de l'énergie et ignorer la pensée qui rabaisse notre énergie, qui nous coupe de notre potentiel. Ouais. Une autre manière que j'aime beaucoup aussi, plutôt un entraînement quotidien à faire, c'est de dévier, d'apprendre à sa pensée à dévier. Si la pensée, de manière générale, va voir ce qui n'allait pas, par exemple, on fait, je sais pas, une présentation dans une réunion de travail, ah, c'était nul. Ou bien dans un contexte sportif, ah, j'ai tout foiré. C'est une pensée classique. Mais la personne qui arrive à monter ses performances, c'est la personne qui arrive à dire qu'est-ce qui allait bien. Donc, entraîner sa pensée à chaque fois d'aller qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette compétition? De quoi je suis fière dans cette compétition? Et d'utiliser ce qu'elle veut améliorer sous format, OK, quel est l'axe que je peux améliorer? Un seul axe ou deux maxi pour que le cerveau sache quoi faire. Et à chaque fois, beaucoup d'éléments qui ont été bien faits parce que le progrès stimule le progrès et on a besoin de se voir progresser. Donc, on a besoin de voir du positif.
Ok. Oui, donc il faut faire un feedback même par rapport à ses entraînements, ses compétitions, bah, chose que je fais moi avec mes athlètes. Mais en préparation mentale, là, ce que tu as parlé, c'est des routines de performance, en fait. C'est se mettre vraiment dans un état pour couper et entretenir un discours interne plutôt positif Mhm. et avoir des certaines routines qui nous mettent en condition justement d'être positif et être dans cette notion de performance. Exactement. Et le feedback, c'est un outil que j'adore vraiment. Et maintenant, je le vois se diffuser de plus en plus dans le monde du travail aussi. Il était d'abord pour les, ça a commencé par les sportifs. Cet outil-là, si on prend l'habitude de l'utiliser, ça transforme nos schémas de pensée de manière profonde. Parce que dans la philosophie feedback, l'échec n'existe plus. À chaque fois, il y a des choses que j'ai réussies, il y a des choses que je peux améliorer, mais il n'y a plus la notion d'échec. Et du coup, par conséquent, ça entraîne cette négativité du cerveau qui a tendance à voir ce qui n'allait pas. Et on est dans un état d'esprit d'amélioration constante. Et la vie est plus facile parce qu'en fait, la vie, en réalité, c'est ça. Il y a pas, dans la vie, il n'y a pas d'échec. On fait que grandir depuis notre enfance, depuis notre apparition dans ce monde. On fait qu'apprendre des nouvelles choses. Et pour le cerveau, s'il a cette information-là, malheureusement, on n'est pas dans un monde où on a tous appris à se faire du feedback et à avoir des conversations qui sont plutôt soit je te montre ce que tu fais déjà bien pour que tu conscientises la valeur que tu as, ou soit je te montre l'axe sur lequel tu peux travailler là actuellement pour que tu continues à grandir. Si on était dans des conversations comme ça, mais notre cerveau, il est illimité en termes de réussite. Pour notre cerveau, tout ce qu'il peut apprendre, il peut le réussir. Et ce qu'il nous faut pour apprendre, c'est ce petit plus, c'est quoi l'élément sur lequel je peux travailler pour continuer à apprendre et m'améliorer. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas une stratégie qui leur permette d'apprendre et constamment d'améliorer un élément. Et ils s'enferment dans la répétition de quelque chose qui est dysfonctionnel et ça ne fonctionne pas. Oui, puis on a tendance quand même, bah, en particulièrement dans notre société, là, à réfuter un petit peu l'échec et à le voir vraiment comme quelque chose de très négatif, hein. Mhm, Et mhm, alors qu'en fait, il faut s'en servir comme effet de levier, mhm. justement, pour pouvoir transmuter ça encore une fois de manière positive et grandir derrière, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Moi, depuis que j'ai réalisé que les échecs, c'est des super histoires à raconter. À chaque fois qu'il y a n'importe quelle forme d'échec, que ça soit sportif, que ça soit autre, mais après, il y a une telle belle histoire qui nous connecte aux autres, qui nous rend vulnérables et qui crée des connexions profondes, que maintenant, si je me vois dans une situation où je vois que les choses marchent moins bien, déjà rien que de me dire, bon, t'inquiète, ça serait au moins une belle histoire à raconter, ça relâche toute la pression et des fois, on récupère la situation plus rapidement. Ok. Pour un sportif qui va se lancer vraiment dans de l'ultra-endurance, des épreuves voilà, qui peuvent durer 24 heures, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, est-ce que c'est le cerveau ou le corps qui va bah, lâcher en premier? Quels sont les premiers signaux, on va dire, d'alerte de se dire ou non, là, je suis hors zone de ce que j'ai l'habitude de faire et donc ça va en pâtir directement sur mon physique. J'ose imagine que les deux sont liés. Les deux sont liés, effectivement. Tu peux pas aller une épreuve comme ça juste avec de l'entraînement mental. Ça serait un grand mensonge. Donc, ne restez pas sur le canapé en train de visualiser. Il faut Ouais, ça vraiment marchera s'entraîner. pas. Maintenant, qu'est-ce qui va lâcher en premier? Ça dépend à quel point la personne elle a entraîné son mental. Une chose est sûre, si le mental lâche et si elle ne sait pas quoi faire, tout le reste va lâcher. Donc, dans ce sens, ça fonctionne comme ça. Par contre, dans le sens opposé, je pense qu'on a beaucoup de potentialités, notamment euh, si on est connecté à des objectifs forts, si l'épreuve fait un fort sens pour nous et qu'on sait utiliser des stratégies mentales pour switcher, utiliser la première, puis des fois elle s'épuise, utiliser une deuxième stratégie mentale. Là, du coup, le corps, il peut tenir bien plus que la norme. Et là, je ne sais pas dire les limites, c'est pour chacun individuel, mais il faut savoir que souvent, le cerveau va confondre l'inconfort avec le danger. Donc, un corps inconfortable avec un corps qui est en danger. Et souvent, ça va apparaître assez rapidement, hein. Tu sais, on l'a avec les exemples de se mettre à jeûner. Dès le premier jour, il commence à y avoir des signaux, ça va pas. Alors qu'on sait très bien qu'il peut tenir. Il peut tenir bien plus que 24 heures sans avoir mangé. Mais voilà, ces signaux-là, cette petite voix qui commence à parler, c'est celle-ci qu'on a besoin d'apprendre à rencontrer souvent et à l'apprivoiser
à se familiariser avec et ne pas être dans une illusion que ça ne va pas apparaître, à moins qu'on a eu des vies un peu comme David Goggins, euh, des vies d'entraînement où là peut-être que la voix, bah, elle est facilement ignorée. Mais sinon, on a besoin de apprendre à apprivoiser cette voie. Ok, ok. Sur la fatigue physique, c'est quoi les effets directs sur justement la perception cognitive et le physique après derrière, quoi? Euh, c'est facile. Le cerveau, dès qu'il manque d'énergie, et la fatigue physique, c'est manque d'énergie, il commence à faire des bugs. Il y a des études, oui, ça va influencer plein de paramètres. Euh, Moi, j'ai une étude qui me passionne parce qu'il s'agit de la prise de décision. Et l'étude a été faite chez des juges. Ils étaient suivis sur 1000 procès, je pense. Donc, 8 juges qui ont été servis sur 1000 procès. Et ils ont évalué la qualité de leurs décisions tout au long de la journée. Donc, avant la pause, après la pause, au début de la journée, fin de journée, en fonction de leur état de fatigue. Euh, il s'avère que la justice n'est pas pareille avant une pause qu'après une pause. Donc, si la justice n'est pas pareille et que nos décisions deviennent les décisions les plus... Quand on est fatigué, nos décisions basculent vers les décisions les plus simples. Donc, si j'ai un pot de Nutella devant moi et que je dois décider de l'ouvrir ou pas, c'est plus compliqué de ne pas l'ouvrir quand j'en ai envie. Et donc, en fin de journée, facilement, je ne vais pas pouvoir résister et je vais prendre la décision la plus simple. Donc, y aller dans ce sens. Et donc, souvent, la fatigue nous fait prendre des décisions simples. Donc, ça, c'est déjà prise de décision. Le focus change avec la fatigue, il est plus flou, on est moins concentré, la pensée n'est pas pareille. On va être attiré par des sensations du corps qui sont différentes. La sensation de douleur peut être amplifiée avec la fatigue aussi. D'accord. Donc, plusieurs critères comme ça à l'intérieur de nous qui sont influencés. Donc, si quelqu'un veut performer sous fatigue, il faut qu'il s'entraîne à gérer tous ces critères et apprendre à reconnaître sa fatigue et à la gérer elle-même. Donc, là, c'est une performance dans des conditions spécifiques. Donc, c'est une performance sous fatigue. Mais si on irait trop loin, justement, dans cette fatigue-là, on serait plus en capacité de se dire, de les maîtriser, justement, ces éléments-là, même si on les entraîne en amont. Mais si on dépasse un petit peu ça, dans tous les cas, la fatigue, elle va être très négative et elle impactera de façon, justement, négative la performance sportive, quoi. La fatigue, de toute manière, va impacter. Ça, on ne peut pas l'enlever, la fatigue impacte. Nous, ce qu'on peut travailler en amont, c'est la capacité de mobiliser de l'énergie, d'avoir des stratégies qui mobilisent de l'énergie. L'énergie peut être cognitive, émotionnelle, physique. L'énergie physique, tu sais, ça correspond à la nourriture, le sommeil, tout ce qui nourrit le corps. Il y a de l'énergie émotionnelle, donc on peut apprendre à activer de l'énergie en pensant à quelqu'un qu'on aime ou en pensant à une victoire du passé. Donc ça, c'est un entraînement mental aussi qui nous permet de nous connecter à des moments qui nous redonnent de l'énergie, presque comme si on faisait jouer un film dans nos têtes, alors que ça active de l'énergie émotionnelle et ça nourrit énormément ou de l'énergie cognitive qui peut être activée aussi, pareil, en se disant une phrase, en utilisant le focus, en se fixant des objectifs à court terme. Ça marche bien de se dire, OK, je continue encore 5 minutes ou encore 500 mètres. Donc ça calme le cerveau. Donc, on gère l'amygdale. Et puis, gérer aussi tout ce qui va devenir consommateur d'énergie, donc le stress, la peur, la colère. Donc, apprendre à gérer nos émotions parce qu'en état de fatigue, les émotions sont accrues. Donc, on a besoin d'augmenter notre muscle de gestion émotionnelle pour que, si je veux être performant sous fatigue, je dois savoir gérer ça à moi. Je ne dois pas chercher à éviter la fatigue à tout prix. Bien sûr, je vais me mettre dans les meilleures conditions, mais tu me parles des épreuves où la fatigue est inévitable. Oui. Donc là, Oui. il faut apprendre à faire avec la fatigue et avoir des stratégies de montée d'énergie au cours de l'épreuve. Oui, puis aussi, ça permet d'avoir un certain curseur à reconnaître ces signaux de fatigue-là et puis se mettre des alertes en se disant, là, je vais peut-être un peu trop loin, donc j'ai besoin de repos indéniable qui me permettra d'investir, c'est ce que je dis toujours, c'est d'investir après sur la suite de l'épreuve, Mhm. plutôt que de se dire, je perds du temps, je perds du temps, je dois m'arrêter pour dormir, faire une pause ou autre, mais non, c'est justement un investissement sur l'avenir de la course, quoi. Exactement. Et puis, il y a des entraînements aussi qui permettent de sortir de la tête, si tu veux, parce que ce jeu mental qui, des fois, est néfaste pour soi,
Si on arrive à sortir de ce jeu et pas être soumis à ce jeu, donc on laisse le corps fonctionner et nous, on est un peu observateur, ça devient plus facile et je pense il y a des gens qui arrivent à faire ça dans un état de flow où on n'est plus tellement celui qui fait ce dialogue interne, on est plutôt en mode, c'est un peu distant par rapport à son Ouais, propre ouais. ego. Et donc, notamment des outils comme la méditation, ça permet d'apprendre à maîtriser ce switch, de ne pas être dans la tête, ne pas être soumis à la tête, ou des approches qui nous permettent de bien comprendre notre corps, bien se connecter à sa respiration, se connecter à ses sensations physiques, qui peuvent permettre de se déplacer en quelque sorte dans le corps plutôt que de rester dans la tête et voilà, de gagner un peu ce combat mental. Ok. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de préparation mentale. Est-ce qu'il y a Mhm. des protocoles, etc., qui sont validés quand même par la science? Qu'est-ce que Oui, tu peux nous oui. dire par rapport à ça? Oui, des protocoles de visualisation qui sont validés. Et il y a plein d'études. La première qui me vient, c'est avec la musique, où ils étudient ce qui s'active dans la tête quand on joue au piano versus quand on se visualise jouer au piano. Donc, ils constatent que c'est les mêmes régions qui s'activent. Il y a des études aussi qui regardent directement la performance quand on utilise des protocoles de visualisation. La respiration est aussi un protocole qui est validé. Il y a la cohérence cardiaque dans la respiration. Il y a plein d'études. Il y a aussi c'est un schéma de inspirer, retenir la respiration, expirer. Donc ça aussi, il y a des études là-dessus. La méditation, aujourd'hui, il y a plus de, je ne sais pas si c'était 2000 études qui étudient la méditation et ça continue parce qu'on constate à quel point elle est centrale. C'est un muscle cognitif. Il y a des gens encore qui pensent que la méditation, c'est quelque chose de gourou, quelque chose de spirituel. Du point de vue scientifique, c'est un entraînement de ramener le focus là où on veut qu'il soit et quand il se défocalise, de le ramener de nouveau là où on veut qu'il soit. Donc, c'est vraiment un entraînement de récupération de focus et refocalisation et donc maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme protocole? Mais tu vois, Hmm. je te coupe là juste, mais Vas-y. par rapport à la méditation, alors, j'ai essayé, moi, j'ai du mal. Alors peut-être Mhm. je le fais mal, mais par contre, je conscientise le fait que mes entraînements, que je fais globalement seul, parce que j'aime me retrouver ça, je coupe le téléphone, il n'y a plus d'interaction sociale, rien du tout. Je trouve que c'est de la méditation justement en mouvement et des fois, ben, on parlait de flow tout à l'heure, mais quand je fais Mhm. des... Alors plus c'est long et plus ça me le reproduit, mais il y a des moments, voilà, je roule pendant, voilà, si je prends l'exemple du cyclisme, je roule pendant 2 heures et je me dis, waouh, en fait là, d'un coup, il y a un événement qui se passe sur la route ou autre. Et ça me ramène Mhm. à la réalité des choses. Mais pendant 2 heures, j'ai Mhm. roulé, roulé, roulé. Et Mhm. en fait, au final, donc tu vois, on parle de méditation, tout le monde voit se mettre en lotus assis sur un tapis, mais ça peut pas c'est pas forcément être ça, quoi. C'est pas la première fois où j'entends un sportif qui me dit qu'il se sent en méditation quand il est en épreuve sportive. Et ça me paraît normal parce qu'il y a en quelque sorte, il y a un relâchement des fois, un état de focus qui est différent. Et en réalité, chacun de nous médite. La méditation, c'est l'état qu'on vit au moment où on se couche, avant de s'endormir. C'est quelques minutes où la pensée elle est plus créative. On arrive à connecter des éléments de la journée, où on se projette à la journée du lendemain. Donc, ce type d'état, c'est les ondes alpha, qui sont des ondes méditatives. Et on peut y accéder, par exemple, dans les protocoles de recherche. Parfois, ils vont me demander de focaliser, ils vont mettre une croix sur le mur, ils vont me demander de focaliser sur la croix. Donc, les yeux ouverts, ça ramène le cerveau au même endroit. Il se détend, il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe. Donc, il peut analyser des choses en interne euh, et ou bien les yeux fermés. Donc, la méditation, c'est différent, c'est sous différentes formes. L'idée centrale, c'est qu'on focalise sur un objet. Ça peut être, je pense dans ton cas, c'est peut-être un objet externe ou une sensation musculaire, peut-être. D'autres focalisent sur la respiration. Moi, je fais la méditation du cœur. On focalise sur le cœur, l'endroit où le cœur bat. Euh, Plein de manières de faire, mais le but central, c'est de s'approprier cette ressource et de devenir conscient de quand est-ce que je suis présent, est-ce que je peux ramener mon focus là où je veux qu'il soit, euh, et est-ce que je peux le décontracter quand il est trop contracté. Donc, c'est vraiment cette capacité. Ok, ok. Euh,
Pour revenir juste à la partie sommeil, c'est quoi les fonctions qui chutent en premier quand on est en manque de sommeil? Qu'est-ce qui chute d'abord comme fonction cognitive ou autre? Euh, je ne suis pas vraiment experte dans le sommeil. Moi, ce que j'ai fait dans les études dans lesquelles j'ai participé, euh, il y avait des études qui portaient sur le sommeil. Parce que le sommeil, il a des fonctions utiles pour pour la créativité. Donc, en réalité, quand on est sur une tâche complexe, le fait de faire une micro-sieste avant de continuer sur la tâche, ça augmente la créativité. Donc, sous-entendu, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on est endormi? Le cerveau connecte différentes informations et il fait le tri et il nettoie un peu ce qui n'est pas utile. Donc, ce tri-là qui est très important pour la pensée, pour le focus, pour la clarté mentale, si on ne dort pas, c'est presque comme si on accumulait de trop d'informations non digérées dans la tête. C'est un peu comme un ordi où tu laisses plein d'écrans ouverts en même temps. Donc, ça consomme de l'énergie tout le temps. Et donc, baisse d'énergie déjà à cause de ça. Mais en plus de ça, il y a la biochimie qui change. Alors là, je ne pourrais pas rentrer beaucoup plus que ça dans les détails, mais il y a des niveaux de plaisir qui diminuent, on devient plus émotionnel, on est moins focus. Donc, tous ces états-là, c'est suite au manque de sommeil. Et là, il faut apprendre, parce que je ne sais pas comment vous faites dans les épreuves, j'imagine qu'il y a des stratégies qui sont déjà pratico-pratiques du Oui. sommeil. Oui. Euh, mais moi, j'ai constaté que si je passe une nuit, par exemple, parfois avant une conférence, je pourrais être dans un état un peu d'agitation qui m'empêche de m'endormir. Aujourd'hui, je ne stresse pas que je ne dors pas. Je reste les yeux fermés parce que je sais que mon cerveau est dans un état méditatif et ça va faire la moitié du travail quand même, du nettoyage d'informations et ça va me reposer quand même. Et puis, je vais faire des micro-pauses dans la journée où je détends le muscle de la tête, je ferme les yeux quelques minutes. Pas besoin de s'endormir forcément. Si le cerveau ne veut pas, je vais pas le forcer. Mais hop, je libère un petit peu d'espace. Et puis, je vais surtout l'utiliser là où je dois contracter davantage. Si j'ai une épreuve, un challenge, je vais utiliser toutes les ressources là, mais après, je vais me détendre. Parce qu'en réalité, je sais que je dispose de moins de ressources quand j'ai pas dormi. Donc, il y a moins de ressources. Et donc, certaines fonctions sont limitées. Donc, je vais être stratégique de pouvoir mettre max d'énergie là où il faut et d'étendre au maximum là où j'ai pas besoin d'être contracté. Mais c'est ce qu'on retrouve hein, dans le milieu du sport, c'est-à-dire que, par exemple, la nuit de sommeil, la veille d'une compétition peut être agitée, mais c'est pas celle-ci finalement qui va être la plus pénalisante sur Mhm, l'épreuve en soi, mais c'est vraiment la gestion des pauses, des micro-siestes, éventuellement des petits cycles de sommeil qui vont être mhm, déterminantes à mesure que l'épreuve elle s'allonge. Et il y avait une tendance dans les athlètes à vouloir justement peut-être tirer sur le sommeil. Alors mhm. justement, c'est ce que j'ai dit avant, peur de perdre du temps parce que le chrono, il continue à Oui, tourner. Mais au final, c'est se retrouver, se pénaliser de sommeil, c'est se retrouver en perdition, ne plus oui. avoir de capacité de bonne prise de décision et surtout ne plus avoir de capacité aussi physique à développer un effort, etc. Donc, c'est une partie qui est vraiment très, très importante Mhm. sur ce fait-là, quoi. Oui, oui, oui. Pour terminer avec la partie nutrition, Mhm. c'est quoi les besoins nutritionnels du cerveau, voilà, spécifiquement? Si je veux bien nourrir mon cerveau, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi aussi, hein, mais si je veux, voilà, bien nourrir mon cerveau, qu'est-ce que je dois faire? Moi, souvent, je donne l'image pour se retenir, pour se souvenir bien, je donne l'image du toast avocat saumon et œuf, si tu veux, dessus. Avocat et saumon, c'est des oméga 3. Notre cerveau, il a beaucoup d'acides gras. Il a besoin de recharger et l'oméga 3, c'est vraiment moi-même, je suis devenue distributrice d'une marque d'oméga 3 parce que c'est quelque chose d'essentiel pour nous et je vois les différences. Donc, c'est vraiment important. Donc, On peut. c'est une forme d'acide gras, hein. EPA et DHA, c'est ça ce qui est Mhm, important, qu'on trouve principalement ben, dans les petits poissons gras si on souhaite en manger, mais aujourd'hui il existe aussi des compléments et notamment des compléments à base d'algues aussi, qui ne sont pas mhm. forcément d'huile de poisson ou autre. Et Oui, oui, pour oui, quelqu'un pour qui les ne véganes, voudrait pas manger de poisson, il peut tout à fait avoir une dose optimale d'oméga 3 et de PA et DHA justement par ce biais-là, quoi.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est important pour le cerveau. Oméga 3, l'œuf, c'est choline, ce qu'il y a dedans. La molécule, c'est choline. Pareil, ça stimule le cerveau. Il y a des études qui montrent un focus meilleur, ça baisse les symptômes de dépression. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Euh, il y a aussi, alors l'hydratation, pensez à bien vous hydrater parce que le cerveau, dès qu'il y a moins de liquide, donc les vaisseaux vont contracter, on va faire des migraines. Donc l'eau est essentielle aussi pour le cerveau et puis pour nettoyer aussi ce qui a besoin d'être nettoyé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Le sucre, hein. Alors le cerveau, c'est un organe qui consomme beaucoup d'énergie. Donc dès si on mange du chocolat par exemple, 60% du sucre va partir vers le cerveau. Donc le sucre est important, mais il faut faire quand même attention parce que la, c'est pas juste après avoir mangé du sucre qu'on va avoir l'énergie. Donc c'est plutôt une courbe en U que le métabolisme du sucre suit. Donc en réalité, on a un bon focus avant d'avoir mangé. On mange, le focus descend et au bout d'une heure, on aura un bon focus après. Donc ça C'est en agit un lien peu avec la plus dopamine, tard. ça? C'est un lien avec le focus et le sucre. Est-ce que je connais le lien? Je peux pas te dire. Je pense que j'ai pas les informations concernant ça. Euh, c'est bon, il y a de l'énergie quand on mange, il y a de l'énergie qui descend dans les intestins, donc il y a beaucoup de notre énergie qui va aller dans la digestion, 70% de l'énergie qui va aller dans la digestion. Euh, je connais pas d'autres éléments qui peuvent nous aider à trouver la réponse, mais oui, le sucre, ça reste un élément à utiliser d'une manière qui permet de ne pas faire des courbes d'insuline trop élevées. Donc souvent, moi j'avais vu un petit déjeuner que apparemment les sportifs utilisaient souvent. Moi je l'ai découvert récemment avec une amie qui le faisait. Euh, je crois que ça s'appelait miam aux fruits. Je crois que si on tape recette de miam aux fruits, on va tomber là-dessus. C'est un mélange de fruits, de Ouais, noix et de trois types d'huile. je connais un petit peu, ouais, ouais, parce que je suis nutritionniste, donc Mhm. je connais, Ah, ben, tu connais mieux. Tu connais mieux. j'accompagne les sportifs sur ce volet-là aussi, mais Mhm. oui, aujourd'hui, de toute façon, il y a une problématique, rien que par rapport au petit déjeuner, c'est qu'il y a une appétence pour des produits qui sont peut-être Oui, trop sucrés, ultra transformés, etc., alors que il faudrait avoir un petit déjeuner qui est notamment plus riche en protéines et en bonnes graisses qu'on a dit tout oui, à l'heure. oui, oui. Et éviter, oui, notamment le matin, quand on a, après la phase de jeûne, etc., Mhm. une tendance à avoir une sécrétion d'insuline un peu plus importante du fait qu'on est plus sensible à ça le matin. Donc, Mhm. il faudrait avoir des apports plus gras, plus protéinés et une dose mesurée en glucides pour éviter justement d'avoir ces Oui, problématiques-là, oui, quoi. oui. Et les oméga 3, quand j'ai fait les recherches avant de devenir distributeur d'oméga 3, les recherches montrent que chez les personnes diabétiques, quand on prend des oméga 3 en supplément, ça baisse les besoins de s'injecter de l'insuline et chez les mamans qui développent le diabète également. Donc, ça joue sur cette régulation de la courbe de l'insuline et ça peut-être commencer par des oméga 3 avant de consommer du sucre le matin. Ça peut être une bonne solution de gérer la courbe. Et donc, on en revient, mais pendant une épreuve, par exemple, avoir des apports réguliers en glucides qui vont donc avoir enfin, du glucose, hein, Mhm, va être déterminant justement pour limiter ben, les effets un petit peu négatifs de pensée mhm. parasite, de fatigue qui arrive, etc., etc. Donc, c'est un palliatif qui est quand Oui, même indispensable pendant une épreuve d'avoir des apports suffisants, oui, notamment en glucides, quoi. oui, 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 oui. Oui. Pareil, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais à quel point le cerveau, il est content quand il reçoit du sucre. Donc, il faut, il faut l'avoir. Ok. Tout ce qui est stimulant, comme la caféine, ça a Mhm. des effets sur enfin, le cerveau, etc. Mais est-ce que ça a aussi des limites par rapport à ça? Alors, j'avais lu des études qui effectivement démontrent l'efficacité de la caféine sur le focus. Par contre, au-delà de 400 grammes, je pense, si ma mémoire est bonne, Ah, c'est des 400 grammes de milligrammes, caféine, 400 milligrammes. milligrammes. C'est la dose recommandée par tranche de 24 heures, on va dire. Ok, bon, voilà. Donc, au-delà de 300 milligrammes, on n'est pas bon. Donc, il faut limiter quand même. Oui, d'accord, d'accord. Pareil, complémentation. Est-ce qu'il y en a qui sont utiles? Il y en a d'autres qui sont surcotés. Est-ce que tu connais un petit peu là-dedans?
On a parlé Juste. des oméga 3, mais tu vois, il y a par exemple magnésium, il y a des complexes de magnésium qui vont jouer plus sur le relâchement, d'autres complexes qui vont jouer Mhm, justement plus sur le côté du cerveau. Est-ce que mhm. tu as des éléments là-dessus à nous dire, des liens entre neurosciences et complémentation? Là, je pense que tu seras plus fort dans les détails. Moi, ce que je peux partager, et c'est un peu par erreur de produit que j'avais acheté, j'aimais acheter le L-carnitine pour les entraînements parce que ça permet de Ouais. mobiliser le gras. Et un jour, je m'étais trompée, j'avais commandé la créatine. Oui, Et au bout de quelques jours, je la prenais en pensant que c'était de la L-carnitine. Et au bout de quelques jours, je me dis, c'est marrant, une belle sensation. En plus de ça, j'ai l'impression que je suis plus fraîche dans ma tête. Pas seulement le corps qui était plus fort, et donc, c'est là où j'ai regardé, j'ai vu que c'était de la créatine. Et c'est là où j'ai vu, il y a des études qui démontrent que la oui. créatine, c'est pas seulement des performances musculaires, mais aussi des performances cognitives. Oui, Donc, oui, il y a beaucoup de papiers et études qui commencent à mettre en avant ça, et c'est un des compléments les plus étudiés, la créatine. mhm, Voilà, mhm, et donc effectivement, il n'y aurait pas seulement sur le côté sportif, et notamment on parle d'efforts à haute intensité où ce serait le ouais, plus bénéfique, mais aussi sur le côté cerveau, donc focus comme tu le dis, donc tu mhm, vois, tu l'as mhm. vécu à tes dépens par rapport à ça, quoi. Oui, 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 oui. Exactement. Est-ce que tu dirais quand même que, pareil, on en revient à l'alimentation un petit, enfin, la société moderne, mais une alimentation qui est riche en produits ultra transformés, ça impacte négativement tout ce qui est cerveau et fonctionnement du cerveau? J'imagine que oui. Alors, on en revient aux Oui, oméga 3, mais oui, oui, il n'y a oui. pas que les oméga 3, mais c'est une assiette équilibrée, quoi. C'est au-delà de ça, hein, c'est des addictions, donc ça dévie tout de suite notre focus. Moi-même, je le vois, parce que, en fait, avoir la conscience, ça nous permet d'avoir le choix. Et des fois, on est quand même, on s'observe faire la chose qu'on sait qu'il faut pas faire. Euh, donc, des fois, je me suis vraiment, j'ai fait l'expérimentation sur moi en regardant quand je mange des aliments qui nous demandent de remanger derrière, comment je performe mentalement parlant. Et effectivement, en fait, on n'arrive plus à récupérer le focus. Donc, quand on essaye d'être efficace, on ne l'est pas vraiment. On fait les tâches en plus de temps que prévu. Et en réalité, ce petit plaisir qui, en plus de ça, au niveau cognitif, c'est un mécanisme qui stimule la frustration. En fait, dès qu'on a mangé, par exemple, un bout de chocolat, si on adore ça, à la fin de l'avoir mangé, ça se calme pas, ça active la frustration, mais on veut manger plus. Donc, tout ce mécanisme, il faut le gérer. Une fois qu'on a ouvert la porte de ce mécanisme, il faut le gérer. Moi, quand j'ai des journées qui me demandent une performance de haut niveau, c'est hors de question. Il y a pas de, il faut une discipline. Parce que l'effort que ça va me demander de gérer cette habitude mauvaise que j'ai autour de l'alimentation ou autre chose, l'effort est tellement grand que je préfère en amont interdire d'aller dans cet axe-là, dans les journées où je dois performer, hein. Les autres journées, des fois, je lâche le mécanisme, mais dans les journées, hors de question. Douche froide, je gère mon alimentation, des choses qui font de la fraîcheur mentale, hein, c'est les fruits, les légumes, tout ce qui est léger, on sait la sensation que ça crée, et je veille sur mon état. L'énergie est très, très importante. Les résultats concrets sont tellement dépendants de notre énergie. Oui, puis en plus, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a une facilité d'accès à tous ces produits-là. Mhm. Donc, ça entretient toujours ce Oui, cercle-là, et il n'y a plus d'effort à fournir oui. réellement, à part ouvrir un placard, quoi. Exactement. Il vaut mieux vider le placard dans ce cas-là. Exactement. Du coup, par quoi commencer pour conclure là? Si je dois résumer, je commencerai par quoi si je devrais entraîner mon cerveau? Voilà. Mhm. Et ce serait quoi la priorité pour un athlète qui fait de l'ultra-endurance? Voilà, les quelques conseils que tu pourrais donner par rapport à ça. Alors, si la personne veut s'entraîner toute seule, je dirais que tout ce qui est autour de la visualisation, le discours interne, de trouver des phrases qui lui donnent de la puissance, une visualisation de l'épreuve en amont, visualiser les différentes étapes où elle peut bloquer. Moi, j'aime beaucoup les stratégies mentales qui consistent à gérer les catastrophes. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas chercher à éviter la visualisation des moments de problème, je vais plutôt chercher à les visualiser et de me dire, je fais quoi? Si ça m'arrive, je fais quoi? Si je sais pas, si j'ai une douleur quelconque, je fais quoi? Euh, Parce que cette aptitude de se sentir OK quand il y a un scénario catastrophe qui arrive est une forme de préparation mentale. Donc, si je m'entraîne à faire ça, je ferai la visualisation, visualiser les scénarios que tu as pour préparer plan A, plan B, plan C. Euh,
je vais faire des exercices de respiration, bien sûr, parce que ça entraîne le système nerveux central de manière globale. Donc, de la cohérence cardiaque 2 fois par jour sur une période de temps, ça me permet de m'apprivoiser mon système nerveux autonome sur lequel normalement je ne devrais pas avoir accès, mais la respiration m'aide. Et je vais apprendre à dévier mon focus. Par exemple, lors de l'entraînement, je vais m'entraîner à dévier mon focus sur des choses qui me permettent de dépasser des limites. Donc, je sais pas, est-ce que je pense à quelque chose? Est-ce que je regarde quelque chose dans le paysage? Est-ce que je focalise sur mes sensations internes? Je m'entraîne à switcher de stratégie à stratégie pour que mon mental sache quoi faire au moment où moi, j'aurai plus tellement la force d'y penser. Donc, ça devient une habitude automatique. Mais je conseille vraiment que les gens se fassent accompagner avec quelqu'un parce que seul, on n'arrive pas à voir vraiment nos limites. Oui. Seul, c'est difficile d'identifier nos peurs. Seul, c'est difficile d'identifier où est-ce que je vais craquer, bloquer. Et rien que quelques sessions d'entraînement, ça permet de bien identifier où est-ce que mes erreurs, mes limites apparaissent, quels sont les déclencheurs de cette limite et quoi faire exactement sur mesure pour moi, quoi faire dans cette situation-là. Donc moi, je suis adepte à l'accompagnement à deux parce que je t'ai dit, on est très inconscient de ce qui se passe en nous, 95% de processus inconscients. On a besoin des fois de quelqu'un qui voit mieux que nous ce qui se passe en nous. Donc, Ouais, puis rien que le fait de parler, hein, tout simplement, il y a des choses qui se libèrent et puis voilà, on a un regard extérieur et ça fait beaucoup, beaucoup de bien par rapport à ça, quoi. oui, 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 oui. Euh, Ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si tu vois quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit. Tu peux y aller. Non, pour moi, c'est vraiment de cultiver cette curiosité par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous, de ne pas se limiter à deux, trois choses, mais vraiment de se questionner, de mieux se comprendre, de chercher à mieux se comprendre. Parce qu'il y a tellement de choses tellement de territoires qu'on peut explorer. Moi, j'ai mes regrets de, quand j'étais sportif, de ne pas avoir validé ça dans le sport, mais j'ai pu le valider dans la conférence, dans la prise de parole en public. Mais euh, s'il y a un message peut-être que j'ai envie de transmettre, et il y a des études aussi qui le prouvent, c'est de pouvoir déclencher un état d'esprit de jeu, d'état d'esprit de joueur. Parce qu'il y a des études qui montrent que notre cerveau est stimulé par des opioïdes quand on se met dans un état d'esprit. Ah tiens, je vais essayer ça. Ah tiens, qu'est-ce qui se passerait si je teste ça? Ah tiens, c'est marrant ça. Dans cet état d'esprit, on ouvre des portes qui coûtent pas beaucoup d'efforts, mais qui des fois débloquent des ressources inattendues à l'intérieur de nous. Donc voilà, soyez plutôt dans un état d'esprit d'amusement, de curiosité, de découverte, et vous allez voir comment les blocages sautent et comment on est des êtres agrandis grâce à tout simplement à nos ressources qui sont déjà là. Mais tu vois, ça rejoint le. J'ai fait un dernier post Instagram où j'ai écrit ça. Parce que tu vois, on va jouer au basket, on va jouer au foot, on va jouer au ping-pong, au tennis ou autre. Mais en fait, dans le milieu de l'endurance, on va surtout s'entraîner. Tu vois, on va rouler, on va courir. Donc, Mhm, il y a mhm, une notion des fois un peu bizarre par rapport à ça. Et j'insiste avec les athlètes que j'accompagne et sur moi-même aussi à me mettre dans cette notion de jeu, en fait, mhm. et d'essayer de voilà de gravir des strates, des niveaux, de jouer avec mes propres Oui. cartes et en fait de me mettre dans un environnement où c'est moi qui crée mes propres règles, où j'ai Mhm, envie mhm. d'aller en fonction de l'objectif, etc. Et donc ça dédouane un petit peu aussi une partie du voilà, je dis le jeu avant l'enjeu, mais c'est ça en fait. Oui, 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 oui. C'est une super stratégie si on fait un marathon de commencer à un moment donné à s'amuser avec des éléments autour de soi. Je sais pas s'il y a des gens autour de nous, de échanger un sourire avec des gens qui regardent à côté. C'est des stratégies tout simples mais qui débloquent des ressources incroyables. Bon. Pour terminer, la Mhm. question qu'on ne t'a jamais posée et qu'on devrait te poser sur C'est la laquelle? neuroscience, ce serait quoi? Oh, je dois me poser une question que je me suis jamais posée. Bah non, que tu rêverais qu'on te pose. Voilà. Ah, que je récompose. Euh, Une question sur laquelle j'aimerais réfléchir, parce qu'une question que j'aimerais qu'on me pose, c'est une question sur laquelle j'aimerais réfléchir et sur laquelle, sous-entendu, je n'ai pas la réponse, serait sur la conscience et sur cette capacité que nous avons parfois à sortir de nous-mêmes et d'être dans un état un peu secondaire. Qu'est-ce que c'est la conscience? Voilà, le discours, je l'ai ouvert récemment dans une soirée sur l'intelligence artificielle parce qu'on parlait de la conscience artificielle.
Moi, je me disais, on n'a pas encore compris la conscience humaine, on parle déjà de conscience artificielle. Bref, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup parce que c'est un lien aussi avec l'intuition, c'est un lien avec notre capacité de capter des signaux incompréhensibles, des choses que la science n'a pas encore expliquées, mais qui sont des questions pertinentes à commencer à se poser des questions et commencer à creuser un peu la connaissance autour de tout ça. Ok, ok. Bon. Bon, on va déjà essayer de comprendre la neuroscience et puis après on ira un petit peu plus loin alors. Ben merci Biliana pour cet échange. Voilà, ça fait plaisir. Donc je mettrai les liens de ton livre Mhm, en description. On peut aussi te suivre hein, sur Instagram, tu es assez active. mhm, Et donc j'invite aussi pour ceux qui veulent un peu plus de détails encore à aller sur le podcast biomécanique avec Jérôme parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc mhm. voilà, je te remercie en tout cas pour ton temps Ben, et c'était avec plaisir d'échanger. avec plaisir aussi. J'espère que ça a été utile, que les gens ont trouvé au moins une petite idée qui peut être Certainement, appliquée au quotidien et qui vont s'amuser à l'utiliser. certainement. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci.